Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes le Socio-Club, donc les élèves de sciences sociales, et nous sommes en 4G2. Moi, je m'appelle Asilamia et j'ai avec moi Sarah et Assala. Nous allons vous présenter ce qu'est le féminisme et son histoire brièvement, car on a remarqué que l'histoire des femmes était invisible dans les manuels scolaires et qu'on serait incapable de citer 10 personnages historiques féminins. L'histoire du féminisme se compose de 3 vagues. Nous allons vous en présenter la majorité et ainsi vous comprendrez mieux l'histoire du féminisme. Avant de commencer, nous avons interviewé les élèves et quelques professeurs de l'école sur ce qu'ils pensaient et sur quelles étaient leurs représentations du féminisme. On vous laisse écouter ça. Si je vous pose une question et je vous dis pour vous c'est quoi le féminisme, vous pensez à quoi ? Égalité des hommes et des femmes. Si je te dis féminisme, tu penses à quoi ? C'est ce que défend Madame Stewart. Qu'est-ce que le féminisme pour toi ? C'est le non-respect des femmes et l'inégalité entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce que le féminisme pour toi ? Pour moi, le féminisme, c'est défendre le droit des femmes et égaler leurs droits à ceux des hommes. Si je te dis féminisme, tu penses à quoi ? Je pense aux... Je dois dire réellement. Ce que tu veux. Je pense aux extrémistes directement. Celles qui crient, qui abusent un peu du féminisme. qu'est-ce que le féminisme pour vous? C'est la lutte des femmes pour l'égalité dans la société. Donc c'est-à-dire égalité de conditions pour la femme par rapport aux conditions de l'homme, si tu veux, dans la société patriarcale, c'est-à-dire pour une juste place de la femme dans la société et pas une place inférieure de relégation ou au foyer par exemple. Voilà. Si je te dis féminisme, tu penses à quoi ? Aux femmes nues dans la rue. Qu'est-ce que le féminisme pour vous? Pour moi, c'est une question complexe où il y a plusieurs sous-points. D'une part, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, aussi bien au niveau des droits, au niveau des salaires et autres. Maintenant, je ne suis pas non plus un expert pour pouvoir aller plus en détail sur d'autres points. Si je vous dis féminisme, vous pensez à quoi ? À progrès dans la société, et je pense que c'est une très bonne chose que les femmes aient enfin les mêmes droits que les hommes, les mêmes salaires, et qu'on ait enfin une égalité dans la société. Qu'est-ce que le féminisme pour toi ? Alors pour moi, le féminisme, c'est plusieurs femmes qui se regroupent pour défendre une idée, une conviction, une cause et un droit, tout simplement. Bien. Si je vous dis féminisme, vous pensez à quoi ? Le droit des femmes, le fait que les femmes soient payées équitablement par rapport au travail effectué, l'égalité dans les foyers, par répartition des tâches qui soit égale ou du moins qui soit équitable. Voilà, pour moi c'est ça le féminisme. Si je te dis féminisme, tu penses à quoi ? Je pense aux femmes qui cassent la tête aux hommes. Alors, qu'en pensez-vous de ces interviews ? On voit qu'on n'est pas toujours informé. Certaines personnes ont une vision assez ancienne du féminisme. On peut sous-entendre qu'il y a des stéréotypes de genre, comme par exemple le fait de dire que les filles faciles portent des jupes courtes, que les garçons ont plus de besoins sexuels que les filles. Les stéréotypes de genre sont des idées faites par la société qui classe les gens en fonction de leur sexe, leur métier, etc. Ça enferme les gens dans un rôle. Un exemple pour que vous compreniez mieux, Nina fait de la danse et Milo fait du foot. Personne n'est surpris car c'est normal. Mais si c'est Nina qui fait du foot et Milo qui fait de la danse, alors là tout le monde est surpris, car le foot est plus un sport pour les garçons et la danse est un sport pour les filles. On attribue un sport à un sexe. Les médias jouent un rôle très important dans les représentations qu'on peut se faire du féminisme. En effet, on peut remarquer sur les plateaux télé qu'on ramène plus d'experts masculins que féminins. On parle de féminisme, mais d'où vient réellement le terme féminisme ? L'origine du terme provient d'Alexandre Dumas qui qualifiait les hommes qui voient leur virilité leur échapper du féministe. Par exemple, si un homme faisait des tâches ménagères, alors on le considérait comme féministe. Ah ouais, donc pour lui, clairement, c'est être une femmelette. C'est même pour ça que les gens ont cette façon de voir les choses. Heureusement, la signification du terme a évolué avec le temps. On va commencer par la première vague de l'histoire du féminisme. Les féministes de cette vague s'efforçaient de conquérir leurs droits civils et sociaux, c'est-à-dire le droit de vote, droit de l'éducation et du travail. Sarah, tu peux nous en dire plus ? Alors tout d'abord, je vous parlais des droits de la femme. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été écrite par Olympe de Gouges. C'était une réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui était au juste Olympe de Gouges ? Olympe de Gouges était une femme politique. Elle est considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Il faut savoir qu'à cette époque, les femmes n'ont pas plus de droits que les enfants.
Par exemple, au XIXe siècle, la première école d'enseignement inférieur pour femmes est créée. De quelques temps plus tard, les universités s'ouvrent aux femmes, mais attention, les femmes n'ont pas encore accès à l'enseignement secondaire supérieur, ce qui rend cette réforme inutile, c'est-à-dire qu'ils ont école jusqu'à la 3e secondaire, et qu'ensuite, ils n'avaient plus accès aux cours. Ah ouais, mais t'as oublié de leur dire que quand bien même ils allaient à l'école, c'était pour apprendre des tâches ménagères telles que faire la cuisine, le ménage, la couture, etc. En fait, ils ont tout simplement créé des écoles ménagères dans le but de former la femme à son travail de mère. Ah ouais, mais c'est dégueulasse. Les femmes ont quand même eu accès à tous les grades académiques et aux métiers de pharmacien et médecin. Il y avait quand même des personnes contre, car elles pensaient que l'accès des femmes à l'université risquerait de leur donner envie de devenir pharmacienne, avocate, etc. Et que cela augmenterait le chômage des hommes. On peut aussi parler du fait que les femmes se divisent en 2 camps. À cause d'une idéologie différente, cette idéologie considère qu'il y aurait une nature féminine plus complémentaire de celle des hommes par opposition à une idéologie constructive qui considère que c'est la socialisation qui détermine le genre des individus. Suite à cela, les premières associations féminismes telles que la Ligue belge des droits de vote et de la femme vivent le jour, ainsi que leurs premières victoires telles que par exemple en 1900 une loi qui protège le droit d'épargne des femmes. En effet, avant leur salaire allait droit dans les poches de leur mari, tandis que maintenant elles peuvent gérer seules leurs revenus. Quelques années plus tard, une nouvelle loi est mise en place. Elle constitue à lever l'interdiction de la recherche de la paternité d'un enfant. Avant, si elle tombait enceinte, le père n'était pas dans l'obligation de reconnaître son enfant, contrairement à aujourd'hui où le père est dans l'obligation de le faire. Après la Première Guerre, les femmes ont une place dans les secteurs sociaux et les soins de santé. De plus, l'accord de l'égalité salariale est signé. En 1930, le gouvernement prend de nouvelles mesures afin de limiter le travail des femmes, car elles voleraient le travail du père de famille. Pour finir, c'est en 1948 qu'il y a le suffrage universel mixte. En effet, le 27 mars 1948, les femmes peuvent aussi voter tout comme les hommes. En conclusion, sur le plan de l'enseignement, de l'accès aux droits civils et politiques, mais aussi de l'emploi et de l'égalité salariale, cette première vague a permis des avancées considérables. On espère que vous comprenez mieux l'importance de cette première vague. Nous allons aborder la deuxième vague. La seconde vague débute avec la création de divers groupes de femmes à la fin des années 1960. Elles militent notamment pour la contraception, pour la multiplication des crèches, pour un traitement égal des hommes et des femmes sur le marché du travail. Elles entreprennent de nombreuses actions ludiques, humoristiques, spontanées et informelles qui leur permettent de rapidement gagner la sympathie du public et de créer une certaine dynamique autour de ces sujets qui leur tiennent à cœur dans toute la Belgique. Elles militent aussi contre une société patriarcale qui est un système dans lequel le pouvoir appartient aux hommes. Ça peut être un système familial ou social basé sur l'autorité du père. Le père est le chef de famille, il a l'autorité sur sa femme et ses enfants. Dans la société, le pouvoir est détenu par les hommes âgés, considérés comme plus expérimentés. Par exemple, dans notre société actuelle, on remarque que beaucoup de métiers n'ont pas de féminin. Entre autres, ce sont des métiers d'hommes, comme diraient certains pour plusieurs critères. Il n'y a pas de féminin dans les métiers suivants, par exemple médecin, chirurgien, argent, barbier, sans oublier qu'il en existe plein d'autres. Mais elle se focalise sur quoi cette vague exactement ? La première vague se focalise sur le droit de vote et les droits fondamentaux des femmes, tandis que la deuxième vague se focalise essentiellement sur la sexualité, la place de la femme dans la famille, mais aussi les violences conjugales et le viol. Oui, mais est-ce qu'il y a encore de la discrimination dans le monde, malgré les avancées déjà faites comme le droit de vote ? Oui, aujourd'hui la discrimination envers les femmes continue malgré le fait qu'elles puissent voter. Effectivement, on peut citer le fait qu'elles n'ont pas le même salaire que les hommes, et aussi qu'elles font face au sexisme, qui est une discrimination fondée sur le genre. La misogynie est une forme de sexisme. C'est un comportement tellement intégré dans la société que même les femmes l'ont assimilé. Par exemple, les femmes qui préfèrent avoir des amis hommes parce que les filles sont trop... Les féministes s'interrogent, elles remettent en question, déconstruisent et reconstruisent la sexualité. En effet, Simone de Beauvoir établit une distinction entre le sexe biologique et le sexe social, à qui, avec sa célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Le genre est une construction sociale qui se définit par notre manière d'agir et de penser. Oui, j'ai aussi entendu dire que le nouveau féminisme se veut autoritaire, ce qui caractérise le refus de la représentation et de la délégation politique, qui consiste à laisser aux politiciens une partie de leur pouvoir, de les laisser parler pour elles. La nouvelle vague rompt avec l'ancienne, elle revendique la libération du corps des femmes. Oui, pour mettre en place une telle démarche, les féministes vont s'appuyer sur l'humour. Aujourd'hui, l'humour devient une façon de faire passer un message. L'humour est utilisé comme un moyen de convaincre dans plusieurs pays. Les femmes commencent à s'exprimer avec force. J'ai aussi entendu dire qu'elles sortaient dans les rues, qu'elles organisaient des manifestations et plusieurs autres choses.
Personnellement, j'ai aussi entendu dire qu'il y avait eu un événement important pour le féminisme en 1971. Tu peux m'en dire plus ? Il y a eu la publication du manifeste des 343 personnalités qui reconnaissent avoir avorté et du procès de Bobigny jugeant une adolescente pour avoir avorté après un viol. Après le viol, c'est la pilule qui est apparue, non ? Oui, la pilule se fait connaître en 1956. Par la suite, les femmes se retrouvent libres de leur corps, ainsi que de leur fécondité et de leur vie sexuelle. Avant, si une femme tombait enceinte, elle devait garder son enfant, alors que maintenant, elle a le choix. Elles sont maîtresses de leur fécondité. Et qu'en est-il du viol ? Les féministes s'acharnent afin que le viol soit mieux pris en considération et mieux puni. Elles commandent le sexisme de la pornographie et de la représentation des femmes dans la publicité qui véhicule une image faussée et stéréotypée. On peut effectivement remarquer dans les pubs que les femmes sont souvent à moitié nues. Il y a plusieurs choses mises en place pour venir en aide aux femmes, comme par exemple les centres de planning familial. D'ailleurs, vous savez quand ils ont fait leur apparition ? Durant les années 1950, des centres de planning familial ouvrent. Ils informent sur les moyens contraceptifs, militent pour leur légation, organisent des débats et des conférences. La dépénalisation de l'avortement fait intervenir la notion de ce droit à la vie, des médecins progressistes qui pratiquent déjà l'avortement illégalement, et certains hommes se mobilisent sur les questions liées à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. En Belgique, il y a aussi un réseau d'entraide qui s'est mis en place. Il y a de moins en moins d'avortements, ce qui veut dire que la maternité est un choix et non pas une obligation. Sans oublier qu'en 1990, enfin, l'avortement est retiré du code pénal. Avec tout cela, nous pouvons répondre à notre question de recherche qui est: comment expliquer le fossé qui existe entre, d'une part, des discours et des lois égalitaires et d'autre part, de nombreux mouvements féministes qui se déploient encore aujourd'hui ? On peut l'expliquer grâce aux stéréotypes du genre, à la société patriarcale, au sexisme et à la misogynie. Nous laissons la parole à M. Bouls et aux élèves de 3e sciences sociales qui vont vous parler de la 3e vague du féminisme. Donc bonjour à tous. On va donc enchaîner après la première et la 2e vague qui a été faite par les sciences sociales 4G, avec nos amis de 3G qui vont nous parler de la 3e vague. Et donc Sana et Kautar vont nous faire une petite introduction sur la 3e vague. On vous écoute les filles. Le but de la 3e vague du féminisme consiste à défendre le droit des femmes qui subissent du racisme, de l'homophobie, de l'handicapisme, de la transophobie et toutes les différentes formes de discrimination. Ce sont toutes ces formes de discrimination envers les femmes que l'intersectionnalité défend. Cette éthique serait la source d'un conflit car les femmes de la première et 2e vague considéraient que le seul sujet à défendre était le sexisme envers les femmes. Maintenant, les féministes considèrent qu'il faut défendre toutes les discriminations abordées, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes. Si une femme va subir des discriminations parce qu'elle est femme, elle en subira encore plus si elle est homosexuelle. Il est plus facile pour un homme de subir des discriminations car il subira que du racisme ou que de l'homophobie, tandis que la femme subira en plus du sexisme. Alors justement, pour mieux comprendre l'intersectionnalité, on va écouter Mariam et Kautar qui vont nous expliquer un peu mieux le concept. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intersectionnalité ? L'intersectionnalité est une forme d'union qui lutte contre la discrimination et la domination pour sortir d'une société injuste. Le terme intersectionnalité vient des USA avec le travail de Crenshaw, mais l'intersectionnalité n'est toujours pas très bien interprétée. Par exemple, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation française, qui pense que le fait de défendre des populations victimes de domination et de discrimination pourrait empêcher des critiques sur ces populations. Passons maintenant aux convergences des luttes. Les convergences des luttes sont différents combats qui s'unissent pour devenir beaucoup plus forts et avoir un gros poids sur la société. Alors, maintenant, on va enchaîner avec un groupe qui va nous faire des liens avec ce qui a été dit avant, à savoir avec la première et la 2e vague, et donc un peu voir quels sont les liens, quelles sont les différences, et voir un peu où on en est arrivé. Donc on écoute Iman, Issan et Asma. Lors de la première vague du féminisme, les femmes se sont battues pour des droits politiques comme le vote, l'égalité salariale, le droit parental, mais aussi l'autonomie de la femme. Pour la 2e vague, les femmes voulaient obtenir
la liberté de leur corps par rapport à l'avortement, aux moyens de contraception, au style vestimentaire et autorisation pour son mariage, etc. Et pour finir, la troisième vague qui consiste à mettre fin aux différents types de discrimination tels que le racisme, l'homophobie, la transphobie, l'handicapisme et plein d'autres discriminations en lien avec le féminisme. Alors, pour conclure cette partie sur la troisième vague, on va écouter Maïssa, Nour, Shaima et Tahira qui vont nous faire un petit point de la situation actuelle, où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va moins bien. Donc, on vous écoute. Pourquoi ça va mieux ? Le hashtag MeToo a permis la libération de la parole chez la femme, car sur les réseaux sociaux, elles sont beaucoup plus à l'aise que de parler devant les gens. Il a permis le droit de vote. La femme a eu le droit d'aller travailler et de ne pas forcément être à la cuisine et avoir le rôle de maman et de faire la femme de ménage. La femme a plus de place dans la société. Pourquoi ça va pas ? Tout d'abord, le hashtag MeToo, il a permis à faire parler beaucoup de... Pourquoi ça va pas ? Tout d'abord, le hashtag MeToo... Pourquoi ça va pas ? Tout d'abord, le hashtag MeToo, il a permis à faire parler beaucoup de personnes, mais c'est pas pour autant que ça a changé. Il y a encore des femmes voilées ou agressées. Ensuite, la femme a pu s'intégrer dans la société, mais pas totalement. Elles n'ont pas atteint le niveau de l'homme et sa place dans la société. Elles ne sont pas au même niveau que les hommes. Il y a encore des hommes qui dominent leurs femmes en décidant pour elles et en leur interdisant le travail. Les salaires d'une femme et d'un homme sont toujours pas égaux dans le privé, sachant qu'ils ont fait tous les deux les mêmes apprentissages, les mêmes études et ont obtenu le même diplôme et travaillent dans le même poste. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais le chemin n'est pas encore totalement terminé. Le hashtag MeToo a fait changer des choses, mais pas assez. Les femmes ont plus de droits qu'avant. Les femmes ont plus de droits qu'avant, mais elles ne sont pas encore totalement au même niveau que l'homme. Les femmes ont plus de droits dans la société. Certaines femmes n'ont pas encore le même salaire que l'homme, alors qu'elles ont les mêmes capacités que eux et qu'elles exercent le même métier. Au cours du XXe siècle, les femmes ont commencé à avoir le droit de vote. Les femmes ont commencé à avoir le droit de voter. Merci. Donc voilà, c'était un petit compte-rendu sur la troisième vague. Et donc on va rendre la parole maintenant au 4G de sciences sociales pour terminer la partie sur le féminisme. C'était notre premier podcast. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On vous retrouve prochainement pour un autre podcast sur la délinquance. C'était le Socio Club. À la Au revoir. prochaine. Bisous.